Les contrats que j'ai signés, c'est que des contrats artistiques. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition pour faire mon premier livre jeunesse. J'ai été encore une fois par la suite approchée par une autre maison d'édition pour faire un autre projet. Là, je suis en train de réaliser mes rêves et il m'a dit combien c'est si je t'achète tout le mur. J'ai mal entendu. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui, je voudrais toute la collection complète. Je n'ai jamais démarché une seule fois. Les gens viennent à moi. C'est quoi tes 3 meilleurs conseils Instagram? Je dirais... Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création, abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Si comme Céline, t'as envie de lancer ton activité en freelance, je te donne rendez-vous dans le prochain bootcamp des créateurs nomades pour apprendre à lancer ton activité en 10 jours. Je te mets le lien dans la description. C'est parti pour l'interview. Salut Céline, bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Je suis vraiment contente de t'accueillir parmi nous parce que tu es membre du campus et je suis ton parcours depuis un petit bout. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases pour nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu habites? Oui, je m'appelle Céline Tran, je suis graphiste, illustratrice, photographe et accompagnatrice coach maintenant. J'habite en Belgique. Et Céline, raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que là, t'es en indépendante, avant t'as été salariée. Oui. T'avais monté aussi d'autres projets, t'as monté plein de choses dans ta vie. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours, par où t'as commencé pour ta carrière en création, et puis on va aller creuser ensuite sur jusqu'où t'es arrivée, parce que t'as fait déjà énormément de choses. Donc en fait, je savais assez tôt que je voulais faire dans l'artistique. Quand j'ai terminé le lycée, donc ici les secondaires, je me suis dirigée vers un bachelier en technique graphique, infographie. Je savais que je voulais être graphiste, artiste. Et suite à ça, j'ai directement été engagée, puis j'ai été salariée pendant 12 ans dans le graphisme. À côté de ça, comme le salariat, ça permet de garder une stabilité, mais par contre, ça bride la créativité, parce que forcément, on est dans un certain encadrement avec des contraintes graphiques. Alors, j'ai lancé aussi une activité en tant que complémentaire pour pouvoir avoir mes clients sur le côté. Et dans ce cadre-là, donc j'ai eu plusieurs clients, dont des clients en Californie. Et aussi, j'ai créé ma marque de foulard en soie parce que j'avais aussi le besoin et l'envie de créer un produit de A à Z pour comprendre tout le processus de création. Voilà. Waouh. Attends, comment t'as fait pour avoir un client en Californie? Donc, j'ai de la famille en Californie et du coup, j'avais des contacts sur place. Et en général, quand j'ai des clients, même en France, etc., c'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui recommande quelqu'un. Donc, c'est beaucoup le réseau, en fait, le bouche à oreille. Incroyable. Voilà. Et du coup, à un moment donné, t'as rejoint le bootcamp puis le campus des créateurs nomades. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour avoir ce besoin de nous rejoindre? Quand je suis tombée sur vous, je venais d'accoucher de mon petit garçon. Il faut savoir que l'accouchement ne s'était pas super bien passé parce que j'avais déjà une petite fragilité par rapport à un burn-out professionnel qui avait fragilisé ma grossesse, entre autres. Et puis après, il s'est passé toute une série d'événements qui fait que j'ai accouché de manière un peu compliquée. Puis après, j'ai été en pleine dépression postpartum. Donc voilà, j'étais dans cet état-là. Donc burn-out, dépression postpartum, stress post-traumatique. Donc j'étais un peu la totale, un combo. Et j'étais vraiment dans un brouillard où je ne savais plus trop ce que j'allais faire de mon avenir professionnel. Moralement et mentalement, j'étais démolie aussi. Donc, je n'avais plus confiance en moi, en mes capacités, en ce que je pouvais réaliser. Donc, voilà. Je vous ai rencontré à ce moment-là. Donc, je n'étais pas très en forme, mais j'ai un peu, écouté votre bootcamp. Ça m'a beaucoup motivée. Ça m'a rallumé une petite flamme dans le cœur. Et voilà, je vous ai suivi du coup. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as rejoint le campus. Qu'est-ce que tu as accompli depuis cette période qui était difficile pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc en fait, je me suis reconstruite petit à petit. Je suis retournée un peu dans le dessin que j'avais un peu laissé de côté, comme j'étais plus graphiste sur ordinateur. Et j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, ce que je n'avais jamais fait avant, parce que j'avais très peur. Je n'avais jamais montré mon travail en réalité. Et suite à des challenges sur Internet, j'ai commencé à poster petit à petit et ma page Instagram a mis en lumière mon travail et j'ai des personnes qui m'ont repéré, qui m'ont contacté pour faire des projets du coup. Incroyable. Dans ce que j'ai réalisé par rapport à ma page Instagram, j'ai fait une expo que je n'avais jamais faite avant. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition pour faire mon premier livre jeunesse, qui est un livre super important pour moi parce que c'est vraiment mon tout premier projet suite à ma dépression et j'ai eu l'autorisation de la maison d'édition pour que le héros de l'histoire porte le nom de mon petit garçon. Donc pour moi, c'est une très belle évolution, une très belle victoire pour moi. Je trouve que tout est lié en fait. Et qu'est-ce que ça t'a fait le jour où t'as eu ce
premier contrat d'édition. Comment tu t'es sentie? Je me suis sentie extrêmement heureuse et je me suis dit qu'en fait j'étais capable, que je pouvais encore créer des choses, que je pouvais produire. Et c'était aussi un accomplissement parce que quand on est artiste en général, c'est que quand on était plus petit, on aimait beaucoup dessiner. Donc moi, mes rêves à l'époque, c'était de publier un livre et aussi d'être prof de manga. Ça, c'était vraiment mes deux rêves clés quand j'étais adolescente. Et en grandissant, ben voilà, dans le salariat, je me suis dit, ben voilà, c'est derrière moi. Et depuis que je suis à mon compte, là, je suis en train de réaliser mes rêves et je crois que je ne me suis jamais sentie aussi épanouie et aussi alignée avec mes valeurs que maintenant. Waouh. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui va justement aller dans une phase peut-être difficile, peut-être en burn-out, qui vit quelque chose où sa créativité a été complètement éteinte? Qu'est-ce que tu lui dirais justement pour remonter la pente et réaliser ses rêves, être dans l'accomplissement des choses qui sont importantes pour elle? Le principal pour moi, c'est d'être bien entouré, d'être accompagné. Donc ne surtout pas rester seul. Il faut vraiment ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de demander de l'aide extérieure, que ce soit pour sa santé mentale ou que ce soit même dans des projets. Parce que c'est beaucoup de poids sur les épaules et on ne peut pas toujours se réaliser ou s'accomplir seul. Donc en étant bien entouré des bonnes personnes qui nous tirent vers le haut, ça nous donne énormément de force et d'ondes positives. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir se récupérer de la confiance en soi petit à petit et de se reconstruire. Puis voilà, j'ai encore d'autres personnes qui m'ont contacté, mais ça a attiré de plus en plus de clients en fait. Attends, et du coup, sur Instagram, oui. T'as combien d'abonnés, Céline, quand ça a commencé tout ça? Ah, quand ça a commencé, j'étais à même pas 100, et en plus c'était des gens que je connaissais, donc je pense qu'ils s'abonnaient par politesse, parce qu'on se connaissait, quoi, qui n'étaient pas forcément intéressés par l'art de manière générale. Et j'ai commencé à avoir mes premiers clients, je devais être peut-être dans la centaine de followers, quelque chose comme ça, pas plus. Aujourd'hui, t'as combien d'abonnés aujourd'hui? Je pense que je suis un peu plus de 850, quelque chose comme ça. Incroyable. Oui, parce que si on repart de ton compte Instagram, là, tu nous dis, j'osais pas publier. À quel moment t'as eu le déclic de OK, j'y vais? Il y a eu un challenge qui s'appelle 36 Days of Time, où il faut créer un alphabet dans la forme qu'on veut. Et j'avais envie de participer à ce challenge, mais je ne savais pas quoi créer et je n'osais pas montrer mon travail. Et tu m'as envoyé un message en me disant... Bon, bah Céline, vas-y, il faut que tu sortes un truc. Choisis, mais il faut bien commencer par quelque part. Donc, tu sors ce que tu as dit que t'allais sortir, dessine. Tu veux dessiner? Dessine. Et je me suis dit, ok, ça va, je vais dessiner. Et voilà, j'ai commencé à publier une fois par jour, mais toujours avec une boule au ventre. Première publication, j'avais peur, très stressée du retour des gens, du fait de m'exposer, quoi. Et ça s'est super bien passé, en fait. J'ai eu un très bon retour. Deuxième jour, pareil, puis de plus en plus. Et ça m'a petit à petit donné confiance en moi et j'ai publié de plus en plus. C'est sur ce challenge-là que t'as eu le livre? Oui. Alors, le livre jeunesse, c'est par rapport à ce challenge-là, dans mes followers, donc qui ont commencé à grandir de plus en plus. Il y a une personne qui travaillait pour une maison d'édition qui a repéré mon travail. Ça pourrait faire un chouette projet. Et justement, le livre jeunesse va être basé sur ce projet-là. Donc, ça va être une sorte de déclinaison du projet que j'ai réalisé. C'est incroyable. C'est hyper intéressant ce que tu as dit. Tu prospectes pas. Tu avais une toute petite communauté au démarrage, tu l'as fait grandir, tu dis que tu es active. Quand tu dis que tu es active, qu'est-ce que quelqu'un qui commence sur Instagram aujourd'hui se dit, voilà, j'ose pas me montrer, ok, je fais un challenge, mais comment on en fait quelque chose qui donne envie aux personnes de te contacter? C'est quoi tes 3 meilleurs conseils Instagram? Je dirais d'avoir une cohérence quand même dans ce qu'on propose, parce que même si par exemple je fais 4 activités, je ne mets pas les 4 activités dans le même Instagram, sinon les gens vont être perdus. Donc vraiment être clair quand la personne arrive sur ton Instagram, qui voit directement ton univers. Quand on communique avec les gens, vraiment garder une cohérence par rapport à la direction artistique, par rapport à la manière de parler. Ça se joue à des détails, mais je dirais par exemple si on choisit une certaine font, une certaine police de caractère pour communiquer, rester cohérent en gardant la même à chaque fois, ou de temps en temps un petit peu bouger avec un élément supplémentaire, mais il faut rester cohérent en fait, visuellement, ça c'est important. Cohérent dans le message aussi, peut-être parler de ce qu'on aime, qui tourne autour de l'activité. Donc par exemple, je fais beaucoup des illustrations par rapport aux animaux et famille, lien entre les gens. Donc ça c'est super important pour moi. Alors dans ma communication, je vais beaucoup me baser sur les animaux et du coup parfois je parle par exemple de mon chat ou de mon lapin. Donc je reste assez cohérente dans ma communication. Je ne vais pas parler par exemple des courses cyclistes que je prends en photo. Ça je ne vais pas les intégrer dans mes stories parce que ça ne va pas intéresser les gens qui me suivent. Donc rester cohérent là-dedans. Et quand je dis que je suis présente, alors Instagram est un algorithme qui aime quand on est très régulier. Malheureusement, je ne fais pas beaucoup de posts, donc des posts en soi, des reels ou bien des carousels. Je devrais en faire plus, mais ce n'est pas quelque chose qui est en accord avec ma personnalité, donc je n'ai pas envie de me forcer
forcer à le faire. Parce que quand on se force à faire des choses, ça se ressent et je n'ai pas envie que les gens ressentent que je me suis forcée à le faire. Donc j'utilise un format qui me convient bien à moi, ce sont les stories. Le fait de donner beaucoup de nouvelles en story sur les projets que je signe, mes réunions, là où j'avance dans mes projets. Et je préviens aussi les gens que bientôt un reel va arriver. Donc ça me permet de teaser aussi par rapport à mes projets. Et ça me permet quand même de rester en contact avec ma communauté en disant coucou, je sais que je n'ai pas posté récemment, mais je suis toujours là et ça avance de mon côté. Donc restez connectés. Trop bien. Puis tu prends des petits moments de challenge pour te mettre sur un mode production sur les challenges et puis après tu repasses en story finalement. C'est ça. Et c'est dans ce challenge-là que tu as eu l'occasion de faire l'exposition. Tu peux nous en parler un petit peu là on te contacte pour faire une expo. Comment tu te sens à ce moment-là? Alors d'abord, j'ai le gros syndrome de l'imposteur en me disant, je sais pas, montrer sur Instagram son travail, c'est déjà quelque chose en soi, mais le montrer en vrai avec des vrais gens, c'est un step au-dessus. Et j'avais peur et j'hésitais. Alors je me dis, je vais réfléchir. Donc en fait, c'est une sorte de belle grosse excuse pour repousser les choses. On a discuté toutes les deux et je t'ai parlé de ça. Et encore une fois, tu m'as dit, mais pourquoi tu réfléchis? Il n'y a pas à réfléchir, fais-le. J'ai dit, bon, bah oui, c'est vrai que j'ai rien à perdre. Donc je l'ai faite, cette exposition. Et j'ai eu vraiment une vague de choses positives qui me sont arrivées. Beaucoup de compliments, beaucoup d'encouragements. J'ai des personnes qui m'ont laissé des mots, qui m'ont écrit en disant que je les inspirais. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté mes tableaux dans le but pour lesquels je les avais créés. Donc le fait de pouvoir transmettre de l'amour dans des familles, et ils ont acheté pour offrir aux grands-parents, pour offrir à leurs enfants. Ça m'a vraiment touché que mon art touche les gens. Ça a été vraiment une révélation, cette exposition, le contact des gens et leur retour réel. Attends, raconte la fin de l'histoire, c'est bien quand même. J'étais en pause de midi et je me suis dit que j'allais me chercher un panini. Je précise que c'est un panini parce que je ne mange jamais de panini et pour une fois, je me suis dirigée vers le stand de panini. Je ne sais pas pourquoi, c'était le jour. Donc, je suis allée faire ma petite pause et là, j'ai vu un monsieur qui discutait avec des gens et je me suis dit, bah, quitte à avoir fait une expo et parler avec plein d'inconnus, autant continuer sur ma lancée. Alors, je me suis dit, je vais discuter avec les gens et je vais leur proposer, bah voilà, s'ils sont pas occupés, s'ils veulent, ils peuvent aller voir l'exposition, donc faire un peu de pub, quoi. Quelque chose que je n'aurais jamais fait auparavant. Et j'ai parlé à ce monsieur et je lui ai dit qu'il y avait une expo pas loin, que s'il voulait, voilà. Il avait l'air intéressé, donc il va commencer à me poser des questions de plus en plus. Puis il m'a dit, bon, bah ok, je sais que t'es en train de manger ton panini, mais si t'as le temps 2 minutes, tu peux aller me montrer. Donc je suis allée avec mon panini en main montrer l'exposition. J'ai montré mon mur avec les tableaux que j'ai réalisés. Il a regardé, il m'a écouté attentivement, expliqué, bah voilà, mon process, le pourquoi je créais. Et il m'a dit, combien c'est si je t'achète tout le mur, toute la collection. En fait, ce sont des prints et je vendais les prints par plusieurs prints par type d'art. Et là, en fait, il voulait un de chaque sorte, il voulait la collection complète. Et d'abord, je me suis dit, j'ai mal entendu. Est-ce que excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui, je voudrais toute la collection complète. Combien tu me fais si je te prends tout le mur? Ça a été encore une fois pour moi une concrétisation et ça a appuyé le fait que j'étais capable et que je pouvais toucher les gens. Incroyable. Et maintenant, t'en es où là dans ton projet? Je fais des interventions dans les écoles et ça c'est vraiment incroyable parce que quand j'ai les retours des jeunes qui me disent que ça les aide, qui voient une évolution, quand je vois des personnes qui n'ont jamais dessiné, qui ressortent avec de belles créations, je suis super fière en fait de mes élèves et là je sens que je suis faite pour ça. Je me dis, je suis à ma place. Vraiment. Et j'ai été encore une fois par la suite approchée par une autre maison d'édition, cette fois-ci à Paris, pour faire un autre projet édité. Donc là, je travaille pas mal sur les projets édités, parce que ça demande pas mal de travail aussi avec les éditeurs. Et justement, est-ce que tu as quelques conseils pour quelqu'un qui a envie d'éditer, de travailler avec un éditeur que tu pourrais peut-être lui apporter justement de par ton expérience de ce que tu viens de mettre en place? Donc en fait, il faut déjà savoir quel est le type de dessin qu'on souhaite faire parce qu'évidemment, il y a plein de types de livres qui peuvent être créés. Donc déjà, se connaître soi-même, savoir ce qu'on veut dessiner et savoir quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre. Et puis après, libre à la personne de créer une histoire ou non, mais il faut absolument montrer son travail. Donc ne pas avoir peur de montrer son travail et contacter des éditeurs qui sont dans le domaine qu'on recherche. Donc par exemple, si la personne veut faire des livres jeunesse, il faut vraiment se renseigner sur l'éditeur en regardant quel type de livre il fait, quel type de dessin il crée. En fait, c'est un peu comme quand on veut postuler chez un employeur. Première chose qu'on fait, on se renseigne sur la société, sur l'employeur, sur ce qu'il fait, sur son message. C'est exactement la même chose. Et puis après, monter un dossier, puis contacter la maison d'édition en question pour voir si le projet intéresse. Voilà. Okay. Du coup, ça, c'était pour ton deuxième livre que tu as monté un dossier? Ou pour le premier aussi, tu as monté un dossier? Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que je n'ai monté aucun dossier. J'ai été approchée
En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais de tous les projets dont je viens de parler, je n'ai jamais démarché une seule fois. Les gens viennent à moi. Et qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Peut-être ma présence sur les réseaux. Je montre mes projets et aussi beaucoup le réseau. Le réseau, c'est important, je pense, parce qu'ici, par exemple, j'ai des projets que j'ai décrochés, je n'ai pas démarché, mais par contre, j'ai été recommandée par des gens. Donc, ce sont des personnes que je connais, qui m'ont vu travailler, qui ont aimé ma façon de travailler ou ma manière d'aborder les choses et qui m'ont recommandé à des gens. Donc, c'est beaucoup des recommandations et du bouche à oreille. C'est important, le relationnel. Est-ce que tu as un ou deux conseils sur le réseau, justement, que tu pourrais partager, que tu as mis en application, peut-être pour l'entretenir ou pour susciter des recommandations? Je dirais ne pas avoir peur d'aller parler aux gens, ne pas avoir peur de demander des choses. Il peut rien arriver de pire qu'un non, simplement, en fait. Il faut vraiment oser sortir de sa zone de confort et on se rend compte qu'au détour d'une conversation, des beaux projets peuvent se créer. Donc, oser parler aux gens, oser échanger avec les gens, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Ça, c'est vraiment mon conseil principal. Et pour toi, c'était facile de, justement, aller parler aux autres de tes projets? Est-ce que c'est naturel chez toi? T'es extravertie à la base? Je dirais que je suis ambivertie. Disons que quand je suis avec le cercle connu, familial, amical, je suis très très à l'aise. Par contre, aller voir des gens, des inconnus dans la rue ou dans des réunions, c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai le cœur qui bat très vite, je rougis. C'est une sorte d'entraînement. C'est comme le sport. Je dirais qu'au début, c'est difficile. Le corps montre que c'est difficile et plus on le fait, plus on est habitué et plus ça devient une habitude. Donc là, maintenant, je suis habituée à le faire et c'est complètement naturel pour moi de le faire. Et dans tout ça, comment le campus a pu t'aider? Le campus, je trouve que c'est une très belle communauté avec énormément d'entraide, que ce soit technique, mais que ce soit aussi moral. Parce qu'il faut pas se voiler la face, c'est pas toujours le moral à 100% au top du top, on n'est pas toujours à fond, évidemment. Et quand on a une baisse de morale, il y a toujours quelqu'un pour nous remonter le moral et pour nous soutenir. Et ça, c'est super important parce que ça fait vraiment partie du mindset de l'entrepreneur, d'être dans un bon mood pour pouvoir justement communiquer avec les gens, faire du relationnel. Il faut vraiment être disposé à ça. Et pour ça, il faut garder un bon état d'esprit. Donc la communauté nous aide beaucoup en ce sens-là. Petite pause. Si, comme Céline, t'as envie de te lancer en indépendant, je te rappelle que tu peux participer au prochain bootcamp des créateurs nomades qui sera là pour rallumer ta flamme si jamais t'as un coup de mou et pour repartir du bon pied pour construire une activité qui te ressemble. Je te mets le lien dans la description. Ouais, c'était quoi du coup tes coups de cœur dans le campus? Qu'est-ce que t'as utilisé ou qu'est-ce qui a pu à un moment donné justement où t'as eu un coup de mou? Est-ce que t'as une anecdote ou un coup de cœur que t'as envie de partager? En premier, les gens. Mon coup de cœur, c'est les gens que j'ai rencontrés. Vraiment de très très belles rencontres. Je pense que ça doit faire 2 ans qu'on est en contact et ça se passe toujours aussi bien. Donc ça me fait super plaisir de les avoir dans mon réseau. Et au niveau plus technique, je dirais la boussole. C'est quelque chose à laquelle j'étais très accro. Surtout les premiers mois. Ce qui est bien, c'est que techniquement, quand on est coincé, il suffit de poser les questions dans la boussole et on a une manière de débloquer la situation. Enfin, je veux dire, je ne suis jamais restée coincée très longtemps en ayant posé mes questions dans la boussole. Et du coup, ça permet de débloquer les choses et avancer dans les projets aussi. Bah oui, c'est vrai que des fois, on a tendance à pas oser parler de nos problèmes. C'est ça. Il y a quelque chose où on a presque honte d'avoir des problèmes. Oui, c'est vrai. Tout le monde a des problèmes. Quel que soit l'entrepreneur que tu croises, n'importe qui a des problèmes. Et il faut arrêter que ça soit un tabou, en fait, d'en avoir et juste aller essayer de le résoudre en communiquant avec les autres. C'est plus facile de résoudre un problème à 5 cerveaux que tout seul, en fait. Exactement, c'est ça. Être tourné vers l'extérieur, c'est important de pouvoir avoir des retours extérieurs. Et c'est vrai que quand on est dans ces problèmes, on rumine et on se dit comment est-ce que je vais dépatouiller, alors qu'il suffit juste peut-être de poser une question et la personne, elle a la réponse. Et du coup, tes perspectives là pour la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Est-ce que le fait justement d'être indépendante aujourd'hui, ça t'ouvre des portes plus au niveau de ta vie perso ou de ta vie professionnelle où tu dis tiens, je pourrais peut-être mettre des choses en place auxquelles j'aurais peut-être pas pensé il y a 4-5 ans? Clairement, ça équilibre quand même plus ma vie personnelle parce que maintenant que je suis maman, je n'arrive plus à envisager de faire métro, boulot, dodo. C'est quelque chose que je faisais à l'époque où j'étais très la tête dans le guidon. D'ailleurs, ça m'a valu plusieurs burn-out, dont le dernier qui m'a quand même coûté cher. Mais ici, en étant maman, mes priorités ont complètement changé. Et ma priorité, c'est ma famille, c'est mon fils. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir m'épanouir dans mon travail, mais tout en étant présente en tant que maman. C'est super important pour moi. Et cette configuration comme elle est là actuellement, ça me permet de travailler de la maison, ça me permet de voir mon fils, d'aller le conduire à l'école le matin, d'aller le rechercher. Je module mes horaires comme je le souhaite. Si je veux travailler la journée et puis je veux retravailler le soir quand il est au lit, je peux le faire, ce qui n'est peut-être pas possible dans le salariat. Voilà, ça me donne des belles perspectives pour avoir un meilleur agencement de mes horaires pour être avec ma famille. T'as un autre aspect aussi où tu fais plein de choses en vrai, parce qu'il y a
tu nous as parlé de l'illustration et tout, mais tu as plein d'autres compétences. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que ce qui est chouette dans cette configuration-ci, c'est que je peux vraiment m'épanouir dans toutes mes compétences parce que je suis multicasquette. Donc, je fais du graphisme. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est création graphique, logo, etc. plus pour des entreprises ou des freelances qui se lancent, etc. Je suis aussi illustratrice, donc livres, et aussi je fais des tableaux que je peux vendre et tout ça. Donc ça, c'est encore un autre aspect. Je fais aussi de la photographie. Donc, je fais de la photographie sportive pour des événements sportifs. Donc, ça aussi, c'est encore un troisième aspect. Et l'accompagnement, coaching. En gros, j'ai 4 activités et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire si je n'étais pas dans cette situation actuelle. Parce que quand on est dans le salariat, on a tendance à nous brider dans une compétence où on doit être expert dans cette compétence. Alors qu'ici, je fais 4 choses différentes et les 4 choses se complètent et je suis super heureuse et épanouie de tous les projets que je fais dans ces 4 activités. Je ne ressens plus cette frustration de devoir choisir. Je peux faire ce que j'aime dans les milieux que je souhaite. Et ça, c'est très important pour moi, l'épanouissement. Et comment tu gères tout ça? T'as 4 casquettes, un petit bout de chou. Comment tu gères tout ça? Pour moi, c'est important de prioriser. Évidemment, je ne peux pas être à 100% dans les 4 activités. Ce n'est pas possible. Donc, c'est important de faire une sorte de pyramide où on a une sorte d'activité principale avec une activité complémentaire, secondaire, et après, il y a les autres activités qui viennent s'ajouter en complément. Donc moi, c'est comme ça que je fais pour pouvoir m'en sortir. Il y a 24 heures dans une journée, c'est compliqué de faire autrement. Donc prioriser et une très bonne organisation aussi, c'est important pour ne pas se laisser envahir par toutes les tâches qu'on a à faire. Donc rester bien organisé en utilisant certains outils pour pouvoir traquer ce qu'on fait, un peu de rigueur, et ça le fait. Est-ce que dans cette rigueur, tu sens quand même une flexibilité? Par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un de très discipliné. Mais alors, pas du tout. c'est pas ma force. Mais par contre, je pense qu'effectivement, quand j'ai une priorité avec un objectif clair et que je sais qu'on va vers ça, je vais vers ça. Mais par exemple, la morning routine chez moi, ça n'existe pas. Je ne ferai pas partie des entrepreneurs qui vont dire oui, le matin, médite, fais Je sais qu'il y a des entrepreneurs pour qui ça fonctionne. Est-ce que tu es du côté où tu te laisses gérer ton temps, mais avec une certaine flexibilité, ou tu es vraiment dans un cadre de rigueur absolue? Alors moi, je suis entre les deux. Donc j'ai une vue d'ensemble, pas par heure ou par jour, j'ai une vue d'ensemble par semaine. Donc je me dis, tiens, cette semaine, j'ai telle tâche à accomplir. Je me débrouille comme je veux, mais il faut qu'à la fin de la semaine, ce soit fait. Donc ça me laisse quand même une certaine flexibilité tout en ayant un cadre d'organisation. Comme ça, j'avance dans mes tâches parce que je trouve que c'est quand même important de se mettre des deadlines. Parce que si on ne se met pas d'objectifs, on procrastine et on repousse et du coup, rien n'avance. Et en fait, il y a des clients derrière qui attendent des résultats. Donc c'est important d'avancer. Donc il faut quand même se mettre des buts. Mais après, c'est pas comme dans le salariat où il faut se mettre des buts à l'heure près ou dans une heure ça doit être fini. Non, ici on a quand même une certaine flexibilité où on peut gérer les journées comme on le sent, mais il faut que fin de la semaine par exemple, on ait avancé dans les tâches. Voilà. Exactement. Bah, je suis un petit peu pareil parce que même en plus je pense que quand tu deviens parent, t'as beaucoup d'imprévus. T'as des imprévus qui frappent à ta porte toutes les heures par contre. Oui, exact. Et du coup avoir cette réflexion où tu t'autorises à gérer ton temps, à avoir aussi des moments où t'essayes pas de te surcharger mais avec des objectifs clairs mais sans en mettre trop. C'est une tendance qu'on a aussi en tant que multipote. On se dit tiens je vais faire ça, je vais faire ça, puis à la fin t'en as tellement que t'es plus au clair. J'aime bien le fait que tu parles de tes socles d'activités que tu priorises et après tu t'ajustes en fonction. C'est important parce que quand on veut faire tout en même temps à la même vitesse, c'est là aussi où tu risques de te cramer et c'est pas la meilleure des idées. C'est ça. C'est pour ça que moi je dis choisir c'est avancer pour ta première activité, puis après la seconde tu la construis tranquillement. Et du coup maintenant Céline, tu vas être Poulpe Master, coach, mentor chez nous pour aider les membres du campus parce que tu as eu un super parcours. Tu es passé vraiment de j'ai plus d'envie et tout à ok là je donne tout, je signe plein de contrats. Et j'aimerais bien parler avec toi un petit peu de la photo sportive. T'as fait aussi des designs de tenues de sportifs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce milieu? Je le connais pas beaucoup, mais je sais que ça intéresse pas mal de personnes justement d'aller dans ce domaine-là. Selon toi, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir quand tu veux faire justement de la photographie sportive par exemple? Il faut pas avoir peur de se déplacer parce que forcément c'est une activité qui demande d'aller sur place dans les événements. Je dirais d'être quand même équipé d'un minimum au niveau matériel, pas forcément le meilleur matériel pro parce que ce qui compte c'est quand même la composition quand on fait de la photo et quelques compétences techniques pour pouvoir avoir des photos qui sont pas floues évidemment parce que tout ce qui est compétition sportive ça va vite donc il faut réussir à capturer le bon moment quand la personne passe donc ça c'est important d'être quand même
formé techniquement un minimum, je vais dire ça comme ça. Mais ici, par exemple, mes toutes premières photos de compétition cycliste, je l'ai fait avec un petit numérique de poche qu'on mettait dans la poche arrière, sans objectif, sans rien du tout. Et j'avais quand même des résultats assez qualitatifs. Je dirais aussi d'avoir des compétences de retouche photo, parce que c'est ça qui met la patte du photographe aussi. Et je dirais de pratiquer. Comme dans tous les domaines, plus on pratique, plus on évolue et meilleur on devient. Par rapport à la création de tenues, c'est un objectif que j'ai aussi de développer cette partie de mon activité. Et l'idée, c'est vraiment de créer des tenues personnalisées pour les sportifs. Donc j'en ai fait une première pour mon compagnon quand il s'est lancé en sportif individuel, qui a eu beaucoup de succès. Et suite à ça, j'ai quelques sportifs qui m'ont contacté pour faire des designs, mais là c'est un peu plus poussé où c'est des designs sur des chaussures personnalisées, sur des casques. J'ai été contactée récemment aussi par exemple pour faire des designs sur un capot de voiture. Ce sont des beaux projets, mais à chaque fois ça demande des nouvelles compétences et pour l'instant j'essaie de ne pas m'éparpiller. Ça c'est un peu le piège je trouve quand on est multipote. Je garde en tête tous ces projets, mais je me laisse le temps d'avancer un pas et ne pas m'éparpiller trop et d'avoir 50 compétences différentes parce que je vais pas m'en sortir. Mais tout ça, c'est en cours, donc j'ai vraiment de la demande et j'attends petit à petit d'arriver à ces étapes-là. Incroyable. Et justement, tu as rejoint le campus des créateurs nomades. Est-ce que pour toi, la partie nomade, c'était une chose qui t'intéressait ou pas tellement? Pour moi, je vois le nomadisme comme travailler d'où on veut et pas forcément être sur une plage. Évidemment, je ne dirais pas non. Hein. Pour moi, le nomadisme, c'est de travailler de la maison, c'est de prendre son ordi et quand je pars en stage de cyclisme avec mon compagnon et mon petit garçon, ce qu'on fait chaque année, je peux prendre mon ordi avec et continuer à travailler de l'Espagne, par exemple. Quelque chose qui n'est pas possible dans le salariat. Donc pour moi, le nomadisme, c'est le fait de travailler même de la maison. Donc c'est cette partie-là qui m'intéressait pour pouvoir être plus souvent avec ma famille, plus souvent avec mon fils aussi. Et quelle est la chose que ton entourage peut-être ne comprend pas, peut-être pas ton entourage direct, ton conjoint, mais que ton entourage autour de toi ne comprend pas forcément, mais dont tu es le plus fier? J'ai toujours eu un entourage qui m'encourageait beaucoup, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Tout le monde a toujours cru en moi et tout le monde m'a toujours poussée et c'est moi qui ne croyais pas en moi. Ils sont super fiers de ce que je fais actuellement, que j'ai le courage de me réaliser dans ma vie professionnelle et en tant que maman, comme mompreneur comme j'aime l'appeler. Peut-être l'entourage un peu plus large, je dirais. Céline, tu es folle de te lancer là-dedans parce que c'est de l'artistique et l'artistique ça ne paye pas. Et je suis ultra fière de dire que les contrats que j'ai signés ici, depuis que j'ai réellement commencé, c'est que des contrats artistiques. C'est de l'illustration, des ateliers, du coaching, dans l'entrepreneuriat créatif. Je pense que je suis assez fière de ça. Le fait de prouver qu'en fait c'est possible avec du travail, de la détermination et les bonnes personnes sur son chemin. Imagine, t'as un grand... on t'offre des espaces 4x3 dans le métro à Paris, à Liège, à Bruxelles. Je ne sais pas où il y a des métros dans le monde, à New York. Quel message t'aimerais mettre dessus pour que les personnes qui vont le matin au boulot leur faire passer un message? Mon message actuel, c'est fais de ta vie ton message. Utilisez votre vie pour être aligné avec vos valeurs. Faites-vous confiance, entourez-vous bien et surtout vivez parce qu'on n'a qu'une vie. Et c'est important de faire des choses qu'on aime et de s'épanouir dans son travail. C'est super important pour moi. Pourquoi, à ton avis, c'est aussi important? Pour pouvoir être bien dans sa vie et du coup bien avec soi-même et bien avec les autres. Il faut trouver ce pourquoi on est doué. Et une fois qu'on a trouvé ce pourquoi on est doué et qu'on peut aider les autres, ce serait du gâchis de ne pas le faire. Se servir de ce pourquoi on est doué pour pouvoir aider les autres et briller. Waouh. Merci Céline. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus des créateurs nomades? De déjà suivre les bootcamps. Ça vous donne un aperçu, un petit pourcentage de l'énergie qu'il y a de la communauté. Quand vous verrez l'énergie et tout ce qu'on peut vous donner sur le bootcamp, en fait, le campus, c'est la même chose, mais de manière exponentielle. Merci beaucoup pour ton partage. Maintenant, à ton tour, pour réaliser un projet qui te ressemble, c'est important de comprendre quel type de freelance tu es. C'est pour ça qu'on a créé un test que je te mets ci-dessous, qui te permettra de recevoir un plan d'action personnalisé. La deuxième chose que je te propose, c'est de regarder cette playlist avec une tonne d'études de cas de créateurs qui ont osé se lancer pour vivre de leur activité. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.